Quand vous regardez un film, lisez un livre, ce que vous souhaitez, c'est l'expérience que vous allez avoir avec le visionnage ou la lecture. Pour ce qui est de la lecture, beaucoup cherchent un plaisir d'écriture, c'est-à-dire lire de la belle langue française. Pour d'autres, ça va être que pense l'auteur de différents points de vue, d'autres une histoire, enfin chacun a un objectif quand il lit un livre. Moi, quand j'ai pris Michel Onfray entre les mains, ce que je voulais lire, c'était du Onfray. C'est-à-dire dire les actes et les analyser. Bonjour, bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse, la critique de Penser l'islam de Michel Onfray. Alors, ce livre est un essai de environ 160 pages, un petit peu plus. Alors, ce que j'en ai ressorti, mitigé. Mitigé, pourquoi? Parce que Penser l'islam, c'est un livre qui parle de l'islam, mais pas que. C'est-à-dire que l'islam est le point principal, mais il va parler autour des deux attentats qui se sont passés donc en janvier 2015 et le 13 novembre 2015, même si je pense qu'au moment où Onfray avait quasiment fini d'écrire le livre, les actes du 13 novembre se sont passés. C'est pour ça qu'il en parle très rapidement dans la conclusion. Donc, je vais plutôt essayer d'analyser en globalité ce que écrit Michel Onfray. Donc je me suis fait des petites fiches, car c'est très important pour parler d'un essai qui est mine de rien politique. Et d'ailleurs, en parlant d'Onfray, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse que dans les différents journaux, un coup il est traité d'islamophobe, un coup d'islamophile, alors que c'est une personne qui est relativement neutre sur la question de l'islam, et qui a juste analysé le Coran, qui analyse les différents musulmans qui existent. Parce qu'il y a des musulmans comme on en connaît tous, et il y a ces extrémistes qui disent que le Coran est l'excuse. C'est pourquoi vous faites ça? Parce que Dieu me l'a dit. Mais bon, on va en parler un petit peu plus en détail durant la vidéo, mais toutes les religions malheureusement ont eu des côtés extrémistes, et tuer des gens, c'était l'excuse que Dieu existe. Bon. Donc, pour Penser l'islam d'Onfray, déjà sur la préface et ce qu'il appelle, excusez-moi, Pensée post-république, c'est une reconstitualisation, excusez-moi, du 7 janvier 2015, donc au moment de Charlie Hebdo, d'hypermarché cachère, etc. Donc le contexte, c'est quoi? Pourquoi ces personnes viennent tuer des journalistes? Pourquoi ces personnes viennent tuer des juifs dans un hypermarché cachère? Pourquoi? Il recontextualise le contexte. Ouh, c'est très français ça. Il va apprécier Onfray s'il regarde la vidéo. C'est les bombardements depuis 1983. Irak, Afghanistan, Libye, Syrie. Tout ça, c'est 3 millions minimum de musulmans tués. Et pas des musulmans qui voulaient la guerre contre l'Occident. Non, non. Des musulmans comme, par exemple, des civils, comme vous, comme vous qui regardez la vidéo, comme moi, des personnes qui n'ont rien à voir et qui veulent surtout pas de guerre. La guerre, c'est juste ce qui permet l'économie pour moi, hein, et des meurtres, c'est tout. La guerre n'a jamais rien résolu. On peut le voir sur les 2 guerres mondiales, on peut le voir pour ce qui s'est passé au Vietnam, enfin plein de guerres qui montrent que ça ne sert à rien, juste à part à l'économie. Effectivement, l'économie se ressort plus forte. Hein, les pays ont souvent fait beaucoup d'argent grâce aux guerres. Après avoir recontextualisé le 7 janvier, il parle du après le 7 janvier. C'est-à-dire, par exemple, de la politique politicienne. C'est le peuple est impuissant. Je sais pas, on vous attaque. Par exemple, vous êtes dans la rue, on vous frappe. La première chose que vous allez faire, c'est riposter. C'est ce qui paraît logique, c'est vous allez essayer de vous défendre. Vous n'allez pas attendre de finir en barbe à papa pour ensuite aller porter plainte. Enfin, c'est une réaction logique que de se défendre. Alors que en France, il explique qu'il y a un peuple impuissant. C'est-à-dire que pray for Paris. Priez. On vous tue et vous priez. C'est ça qu'il explique. C'est on vous tue et vous priez. C'est logique. Dans le cerveau de beaucoup de gens, je suis Charlie, pray for Paris, c'est logique.
plutôt que de dire il faut les combattre, on pose des bougies à République. On fait des rassemblements silencieux, où c'est une marche silencieuse. On va pas parler, bien sûr, de la marche des politiques qui ont plein de sang sur les mains, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, ce qui s'est passé dans Paris, là, vous savez, avec le petit rassemblement avec Hollande et Sarkozy, qui était assez drôle à mettre en perspective. Hein. Je pense que vous avez vu différentes images et différents commentaires sur cette photo qui a été prise. Ce que j'appelle personnellement, et que beaucoup de personnes appellent ça, la marche de la honte. Hein, parce que des politiques qui ont plein de sang sur les mains, qui font une marche pour dénoncer des personnes qui tuent, c'est assez drôle, hein, c'est rigolo. Et aussi le truc où Onfray analyse et trouve ça choquant, c'est de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, donc de Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen, pas d'amalgame. Pas d'amalgame sur quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors on a entendu énormément, oui mais les musulmans de France n'ont rien à se reprocher, et puis d'autres qui disaient les musulmans de France doivent s'excuser pour ce qu'ils ont dit, enfin pour ce que ces extrémistes font. Mais que veut dire pas d'amalgame? Est-ce que ça voudrait dire que ces extrémistes, donc, n'ont aucun rapport avec le Coran? On arrive gentiment sur toute l'analyse d'Onfray. Donc comme je vous disais, l'islam n'a aucun rapport avec Daesh. Daesh, c'est un acronyme de État islamique en arabe. Bon, peut-être. Mais alors comment expliquer, et ça c'est la grosse problématique que Michel Onfray met en place dans son bouquin, c'est comment expliquer que il y ait des sourates, donc les sourates, pour les chrétiens qui savent pas ce que c'est, parce que oui bon, pour les juifs je ne sais pas comment c'est écrit dans la Torah, mais pour les chrétiens en gros c'est des versets, grosso modo. Donc comment ça se fait que dans le Coran il y ait des sourates qui se contredisent? Vous voyez un peu ou pas? Comment ça se fait que ces extrémistes disent oui mais telle sourate dit ça, alors que les musulmans qu'on appelle modérés, j'aime pas ça, c'est là, on va plutôt appeler ça la majeure partie des musulmans finalement, disent mais nous le Coran c'est un livre de paix, d'amour, d'aide pour son prochain, etc. Donc comment ça se fait qu'il y ait deux parties qui parlent d'un même livre mais de façon différente en fait? Ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, donc le livre Penser l'islam part de ces trois problématiques là. Pas d'amalgame, qu'est-ce que ça veut dire? Pas... l'islam, aucun rapport avec Daesh. Comment ça se fait? Et ensuite, comment expliquer qu'il y ait des sourates qui se contredisent dans le Coran? Donc, il part de ces trois problématiques-là, excusez-moi, pour justement commencer le bouquin. Donc, l'introduction est relativement longue, 30-40 pages, justement, pour bien expliquer ces différents points. Et ensuite, il y a la grosse majeure partie du livre qui fait une petite centaine de pages, je crois, et qui est l'entretien. Alors l'entretien, c'est là où je vous disais que j'avais un avis mitigé sur Onfray. C'est Onfray, on a l'habitude que c'est un penseur, c'est un philosophe. Je pense à un philosophe des temps modernes, il y en a peu. Les philosophes qui parlent des Lumières maintenant, c'est des personnes qui n'ont pas compris. Les Lumières parlaient de leur temps, et les philosophes qu'on a aujourd'hui, donc bon, si vous voulez que je cite un nom en particulier, ça vous fera plaisir, Alain Finkielkraut, qui se dit philosophe, mais qui ne vit pas dans son monde. C'est-à-dire qu'il part de préjugés des années 60, 70, 80, pour parler du 21e siècle. C'est-à-dire des années 2010, 2015, 2016. Non, ce n'est pas possible. Les idées qu'on avait dans les années 80 et les idées qu'on a dans les années 2000 sont totalement différentes. Bon bref, je fais un petit aparté, mais reprenons sur l'entretien. Donc comme je vous disais, mitigé, pourquoi? Onfray pour moi c'est un penseur, c'est quelqu'un qui analyse les actes très bien. Et là c'est un entretien, c'est-à-dire que c'est une personne qui lui pose des questions. D'ailleurs cet entretien est fait avec Asma Kouar, qui est la personne qui pose les questions, et Onfray y répond. Tout simplement. Donc il y a différentes problématiques. Dès le début, il parle de laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Est-ce que, par exemple, pour une personne comme Michel Onfray, qui est dite laïque, on parle de laïcité. Qu'est-ce que un croyant,
un croyant, que va-t-il dire pour la laïcité? Est-ce qu'il trouve ça normal? Demander à un chrétien, demander à un juif, demander à un musulman, demander à un bouddhiste, vous allez voir que et à un athée, vous allez voir que les 5 personnes vous répondent 5 choses différentes. Donc la laïcité est très vaste. Et en France, malheureusement, la laïcité sert juste à interdire, en fait, la pratique de la région musulmane. Au bout d'un moment, faut pas se le cacher, l'interdiction du voile à l'école, maintenant ça va être l'interdiction du tissu à la fac si Sarkozy passe, enfin si Sarkozy arrive à mettre ça en place. Non mais vous vous rendez compte un petit peu de la débilité de la chose, plutôt que d'attaquer au cœur. C'est-à-dire que l'église a été attaquée au cœur au tout début du XXe siècle, et plutôt que d'attaquer au cœur la religion musulmane, de savoir pourquoi des abrutis tirent sur des gens, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est la politique politicienne, c'est interdire un bout de tissu, c'est interdire le halal, enfin... Vous sentez un petit peu ouais, la politique politicienne, le truc qui ne sert pas à grand chose. Enfin bon, donc la laïcité, il en parle au début de l'entretien. Ensuite, il parle de l'islamophobie primaire. Alors, primaire, c'est quoi? C'est l'islamophobie qu'on peut rencontrer tous les jours, c'est-à-dire ce que je vous parlais, ce bout de tissu, des personnes avec une barbe longue, des personnes qui vont te dire l'islam n'a rien à faire avec la République, mais dans ces cas-là, vous posez une seule question à ces personnes-là, c'est vous dites, est-ce que, si vous avancez de tels propos, d'accord, je respecte vos propos, totalement, mais est-ce que, pour vous appuyer sur ce que vous dites, vous avez des arguments? Ces personnes-là, généralement, vont partir sur des trucs qu'ils ont entendus via la télé, donc via les informations, via Éric Zemmour, via Finkielkraut, parce que je suis désolé, mais Finkielkraut est un islamophobe, hein, il suffit d'écouter ce qu'il dit à la télé pour se rendre compte que c'est un islamophobe qui veut se montrer plus français que le français moyen parce que c'est un fils d'immigré. C'est ce que je ressens. Après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez différemment, ça m'intéresserait énormément. Donc l'islamophobie primaire, bah, c'est justement de dire que voilà, l'islam n'a rien à faire, et vous posez une seule question, c'est avez-vous lu le Coran? Et ces personnes vous diront non. La seule personne que je vois aujourd'hui qui est laïque, qui parle de la religion musulmane, qui l'a lu, c'est Michel Onfray. Il n'y a aucun autre penseur français qui parle de l'islam en ayant lu le Coran, donc le livre saint de la religion musulmane. Ensuite, c'est le slogan. Le slogan Charlie. Il en parle du slogan Charlie. Je suis Charlie, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, je suis Charlie. C'est se rallier à une cause. Mais vous êtes Charlie des dessinateurs, et dans ces cas-là, vous oubliez peut-être le flic qui a été tué. L'agent d'entretien qui a été tué. Vous voyez, c'est pas logique le je suis Charlie. Le je suis Charlie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes... vous donnez tout le soutien à un journal satirique. Vous voyez un petit peu le slogan qui ne veut rien dire finalement. Ouais. Vous sentez un petit peu le petit déclic qui fait que le je suis Charlie finalement ne veut strictement rien dire. Surtout que c'est les politiques qui ont mis ça en place. Donc pourquoi? Pour essayer de rassembler les gens contre une communauté, pour rassembler les gens contre une idée. En prenant le pas d'amalgame, les politiques ciblent Daesh. Mais en ciblant Daesh, ils disent le plus souvent les musulmans n'ont rien à voir. Mais en disant les musulmans n'ont rien à voir, ils savent très bien ce qu'ils disent. C'est-à-dire que Daesh, c'est des musulmans, les musulmans n'ont rien à voir, mais les musulmans quand même doivent s'excuser. Ça fait beaucoup de musulmans dans une même théorie. Et en ciblant Daesh, en parlant de Daesh tout le temps, on se retrouve à cibler les musulmans en général, c'est-à-dire la majeure partie des gens qui prient, qui mangent, qui dorment, qui réfléchissent, qui vont à l'école comme nous, on le fait. Et là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux, et justement, ça arrive à... S'il y a plusieurs musulmans, c'est-à-dire qu'il y a donc plusieurs Corans, c'est-à-dire qu'il y a le Coran de la majeure, de la grosse partie des musulmans qui disent c'est un livre qui est riche d'amour, riche de réflexion, d'intelligence, de recherche de soi-même, d'aide à son prochain. Et à côté, on a un musulman qui dit oui mais moi mon Coran dit il faut abattre les
Et d'un autre côté, on a le musulman qui dit oui, mais moi dans mon Coran c'est marqué qu'il faut tuer le juif s'il ne se rallie pas à votre cause, tuer les infidèles, comme par exemple dans la Bible c'était marqué chasser les infidèles, donc les marcheurs du temple, pour ceux qui revoient un petit peu la contextualisation. L'islamophobie, donc qui remet aussi en cause l'islamophobie des médias, parce qu'on va pas se mentir, excusez-moi. L'islamophobie dans les médias est très très présente. Pourquoi on ne voit pas beaucoup de personnes musulmanes dans les médias? C'est une question qui peut se poser. Pourquoi on les voit pas? C'est une réflexion intéressante de l'islamophobie dans les médias. Je vais pas essayer de trop décortiquer, parce que ça demanderait vraiment beaucoup de temps de décortiquer ce questionnement de l'islamophobie dans les médias, comment ça se passe, pourquoi on dénonce toujours un tissu, des personnes qui mangent halal, pourquoi? C'est des personnes qui vivent tout simplement dans un pays et qui suivent des coutumes. Après, qu'on ne soit pas d'accord avec des coutumes de religion, c'est une chose. Qu'on trouve ça débile de manger halal, qu'on trouve ça débile de devoir manger du poisson le vendredi, de devoir faire Shabbat le vendredi, ça, c'est un autre questionnement. Mais c'est une question qu'il faut quand même garder, c'est important. Le Coran, alors le truc que je pense c'est la partie que j'ai le plus aimé dans le livre d'Onfray, c'est quand il parle du Coran politique, et à côté, il réfléchit à un Coran républicain. Le Coran politique, effectivement, tout livre saint est politique. C'est-à-dire que si vous le lisez d'une façon laïque, bah, ce qu'Onfray explique, c'est que vous verrez de la politique derrière. C'est étonnant, mais ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont extrémistes n'hésitent pas à dire qu'ils utilisent un Coran qui est effectivement politique. Ils leur disent de tuer des gens. Tuer des gens, c'est un acte politique. Faire la guerre, c'est un acte politique. Voter, par exemple, c'est un acte politique. C'est un acte, entre guillemets, sage, même si on peut voir qu'en votant certaines choses, il peut y avoir des conséquences graves. Mais, si jamais vous ne me croyez pas, regardez l'histoire. L'histoire a convaincu beaucoup de personnes, que ce soit en Italie ou en Allemagne, par exemple. Voilà, vous voyez que voter, des fois, ça peut amener de graves conséquences. Et à côté de ça, je pense que c'est ça, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, sa dernière idée, c'est de se dire, bon, on voit que l'islam, en France, dans notre République, ne coïncide pas totalement avec les idées qu'on a de la démocratie. Donc est-ce qu'on ne doit pas, comme on a fait avec la Bible, qui a été modifiée maintes et maintes reprises, est-ce qu'on ne doit pas justement modifier le Coran, c'est-à-dire retirer toutes ces sourates qui attisent la haine finalement, pour des personnes qui ne sont pas assez réfléchies pour les comprendre, c'est important. Est-ce que on ne devrait pas écrire un Coran qui est républicain? Et ça c'est très très intéressant. Donc voilà, vous pouvez voir qu'Onfray, dans cet entretien, analyse beaucoup de problématiques, essaye de soulever beaucoup de questions pour que justement nous lecteurs puissions réfléchir. Et je pense qu'un philosophe doit amener des réponses partielles, parce que ce n'est pas un politique, c'est un philosophe, mais surtout il doit inviter le lecteur à réfléchir, et Onfray le fait de manière formidable. Et donc la conclusion, donc il fait une conclusion, tout simplement Onfray règle ses comptes avec Valls, avec les journalistes qui le traitent d'islamophobe, d'islamophile. Si vous vous rappelez, Valls avait traité Onfray de je ne sais plus quoi, et Onfray l'avait traité de crétin. Donc dans la conclusion, il règle un peu ses comptes avec tous ces bouts de papier, tous ces politiques qui ne servent à rien. Bon, ça c'est mon avis personnel, mais chacun a le sien, et d'ailleurs je vous invite à le mettre dans les commentaires. Parce que si je fais cette vidéo, c'est déjà parce que sur internet, j'ai regardé vite fait s'il y avait des critiques de vidéos de ce livre, et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir un point de vue d'un étudiant qui n'est pas forcément politique, c'est-à-dire que je commente énormément la politique comme ça entre amis,
mais je n'ai pas un avis tranché. Je veux toujours que ma réflexion fleurisse. C'est-à-dire que je suis pas comme la moitié de ces gens qui, une fois qu'ils ont une idée, partent que cette idée est très bien, et que de toute façon, il n'y a pas à réfléchir davantage. Leur idée, c'est la vérité absolue. Non. Moi, je fais partie de ces gens qui lisent, qui écoutent différents points de vue, même les points de vue qu'ils aiment pas, pour justement se dire, bah tiens, si j'aime pas ce point de vue, comment ça se fait? Vous voyez. Donc Onfray vous invite à la réflexion, et c'est ce que demande un philosophe, tout simplement. Un philosophe, son métier, c'est d'inviter la population à la réflexion. Ma conclusion de ce livre. Comme je vous ai dit, mitigé. Pourquoi? Parce que j'ai lu du Onfray. Effectivement, j'étais très content, c'est ce que je recherchais. C'était lire du Onfray, dire les actes, les analyser. J'en ai eu, j'étais très content. Mais je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim parce que bah, il part sur une problématique qui est trop compliquée en fait. Penser l'islam, c'est repenser une religion qui a plusieurs, qui a plusieurs siècles, qui a plusieurs millions de prétendants à cette religion. Et puis dans cette période en France où c'est très difficile de parler d'islam. Par exemple, Onfray est traité d'islamophobe parce qu'il parle d'islam. Parce qu'il n'hésite pas à poser des questions. Il ne fait pas de jugement, c'est important. Il faut discerner un islamophobe d'une personne qui parle de l'islam comme il va parler, je sais pas moi, comme un gamin va te parler d'un nouveau jeu qui vient de sortir fin d'année. C'est important. Quelqu'un qui va vous dire que les musulmans sont un problème, c'est une grosse différence entre quelqu'un qui va vous dire l'islam, il y a des choses qui se contredisent, il est important d'en parler. Vous voyez la nuance. Et c'est important de nuancer, parce que sinon, par exemple, là, vous allez me dire, Vincent, t'es islamophobe. Mais non, je suis pas islamophobe. Je donne juste mon point de vue. Je donne un point de vue du livre. Et ce livre-là m'a permis de réfléchir et de me dire, effectivement, dans le Coran, il y a des problèmes. Et pour ma conclusion personnelle, effectivement, s'il y a deux populations qui revendiquent un même livre, c'est que dans ce livre-là, il y a des problèmes. Après, comme je vous disais en début de vidéo, toutes les religions ont utilisé comme excuse leur livre saint. Je vous donne un exemple très simple. Je vais pas parler de la religion juive parce que je la connais vraiment moins bien, mais la religion catholique au moment des croisades, au moment des meurtres qu'il y a eu pendant les croisades, et bah les chefs de guerre ont tous pris comme excuse que Jésus avait dit qu'il faut chasser les gardiens du temple. Vous voyez? Donc ma conclusion, je vais finir parce que j'ai l'impression que j'y arriverai jamais finir sinon. Parce que c'est vraiment intéressant et je voudrais vous en parler pendant des heures si je voulais. Parce que ce livre est vraiment intéressant, je vous conseille, si vous pouvez pas l'acheter parce que mine de rien il fait il fait 17 €, donc c'est vrai que c'est cher pour un petit essai de 160 pages, je trouve ça cher. Mais si vous pouvez le lire, l'emprunter dans des bibliothèques, n'hésitez pas parce que vraiment c'est quelque chose d'enrichissant, que vous soyez musulman, athée, chrétien, juif, vous vous en foutez des religions. C'est important d'avoir un point de vue d'un philosophe qui fait que philosopher et rien d'autre, qui n'apporte pas de jugement, comme faisaient énormément de philosophes dans des époques différentes en France. Voilà, et j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur différents points que j'ai pu aborder dans cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, ça permettra un meilleur partage sur YouTube. Je vous invite aussi à la partager si vous voulez un petit peu discuter avec vos amis sur Facebook, sur Twitter ou sur différents réseaux sociaux. Je vous dis bye bye tout le monde, c'était Vincent et on se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.